Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour partager ce webinaire qui promet d'être très intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de Parkinson au féminin. Donc c'est vraiment une thématique importante qui a longtemps été ignorée. On voit qu'au niveau international, c'est un sujet qui est de plus en plus au centre des débats. Et aujourd'hui, pour en parler, en fait, on a rendez-vous avec deux femmes qui sont toutes les deux concernées par la maladie de Parkinson, mais de façon un peu différente. On a d'abord Patricia François. Bonjour Patricia. Bonjour. C'est une jeune malade atteinte de la maladie de Parkinson et voilà, qui est aujourd'hui avec nous et qui est à l'origine de ce webinaire. Mais nous avons aussi le professeur Elena Moreau, qui est neurologue au CHU de Grenoble, qui est directrice de l'unité des troubles du mouvement, chef du pôle Prénel, toujours au CHU de Grenoble, et qui a récemment été nommée présidente de l'Association européenne de neurologie, si je ne me trompe pas. Elle est aussi autrice de nombreuses publications sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc bonjour professeur Moreau et merci d'avoir accepté de participer. Donc voilà, donc nous allons maintenant commencer. Et tout d'abord, je vous introduis à nouveau Patricia François, qui est vraiment à l'origine de ce webinaire. C'est vraiment elle qui a souhaité qu'on aborde cette thématique qui est très chère à son cœur. Et en fait, j'aimerais que, Patricia, que tu te présentes un peu plus et que déjà ton lien avec l'association France Parkinson et que tu nous expliques plus en détail pourquoi tu as vraiment souhaité qu'aujourd'hui on parle de Parkinson au féminin. Bonjour à tous et merci aussi bien à l'association France Parkinson de m'avoir suivi sur ce projet-là et à professeur Moreau d'avoir accepté et au public d'être présent aussi. En fait, mon diagnostic, je l'ai eu à 36 ans. J'avais deux enfants, enfin, ils ont grandi maintenant, mais au diagnostic, ils avaient 10 ans et 14 ans. Donc, en fait, voilà, le ciel vous tombe sur la tête. J'ai eu de la chance d'avoir une neurologue qui a préféré m'adresser à une consoeur de la Salpêtrière pour confirmer le diagnostic. Et celle-ci m'a prévenu que les symptômes pouvaient s'aggraver en période prémenstruelle. Et je trouvais ça intéressant. Et là, bon, ça fait quelques années que je suis bénévole dans l'association à animer des cafés jeunes, et, entre autres. Et je rencontre de plus en plus de femmes qui souffrent de ce problème-là, de fluctuations pendant leur cycle. Et très peu de neurologues pour soit prendre ça en considération, soit de pouvoir y répondre. Voilà, certaines ont vraiment du mal à faire accepter qu'elles puissent avoir des fluctuations et d'autres non. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment important pour juste qu'elles puissent être entendues. Donc, qu'elles puissent être entendues et qu'on comprenne, qu'elles soient écoutées et voilà, qu'on présente aussi les connaissances actuelles sur le sujet. Et donc, voilà, donc pour vous en dire plus, on a choisi vraiment, je pense, la spécialiste du domaine en France, qui est le professeur Elena Moreau, qui a beaucoup de liens internationaux, qui est en contact avec d'autres groupes de femmes à l'international, qui sont aussi concernées et qui se battent justement pour que leur voix soit entendue, pour que la situation soit mieux comprise. Donc, professeur Elena Moreau, je vais vous laisser la parole, si vous voulez vous représenter rapidement, et je vais vous laisser présenter. Oui, merci beaucoup Patricia et Marie pour m'avoir invité à parler de ce sujet qui, je pense, est maintenant fondamental dans notre spécialité, la neuro, surtout les troubles de mouvement. Bon, je vais voir un diapo que ce n'est pas seulement la maladie de Parkinson, et pour améliorer la prise en charge. Nous avons besoin de connaître mieux pourquoi, et Patricia, vous avez ce type de problème et comment mieux gérer la chose. Hein? Donc, on va peut-être, je vais partager mon écran, comme ça on commence tout de suite à dire quelque chose. Donc, la première chose que je vais dire, j'espère parler de façon simple. Le sujet, vous allez le voir, est compliqué,
et on n'y a pas beaucoup de connaissances, il n'y a pas beaucoup de recherches dans le domaine pour vous dire des choses extrêmement précises, extrêmement scientifiques. Donc, on cherche ensemble de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la littérature et à la fin, pendant la discussion, je pense, Marie va aussi nous dire ça, qu'est-ce qu'on peut faire en France pour avancer les connaissances de ce type de problématiques. Et donc, à niveau personnel, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des différences parmi femmes et hommes dans les troubles de mouvement il y a plusieurs années quand j'étais au Canada. Pendant les consultations avec les patientes, les jeunes patientes, ils nous disaient, on y a remarqué que pendant la grossesse, les symptômes étaient mieux, on y a remarqué ça, et donc on a commencé à dire, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, est-ce qu'on va essayer de voir parmi notre patiente si vraiment il y a des soucis? Et donc, on y a, avec une étudiante canadienne en médecine, on y a préparé un questionnaire et on y a demandé aux femmes avec des troubles de mouvement différents, la dystonie, par exemple, et la maladie de Parkinson, si pendant les règles ou avant les règles ou avec la ménopause, il avait des problèmes, des changements des symptômes, au mieux, au pire, pour tous les deux. Et donc, on n'y a pas eu d'énormes réponses. Vous savez que tous les questionnaires, normalement, les enquêtes, nous, on envoie 100 questionnaires et normalement, la réponse à tous les questionnaires, c'est 20%. Donc, on y a eu plutôt une bonne réponse, 65 personnes que nous avons répondu et en effet, beaucoup de femmes, ils ont remarqué qu'avant ou pendant les règles, il y avait une aggravation des symptômes et aussi après la ménopause, quelqu'un il a remarqué quelque chose. Et la chose surprenante, pendant la grossesse, les personnes avec des troubles de mouvement qui s'appellent dystonie, ils étaient améliorés, un peu comme se passe dans la sclérose en plaques. Et donc, là, on s'est arrêté à l'époque avec ces questionnaires. On y a cherché toutes les fois qu'on voyait des jeunes femmes de demander si elles avaient remarqué ce problème et comment on pouvait les donner une aide. Et après, pendant les années, on y a vu que le sujet différences, symptômes, traitements, pronostic est devenu un sujet extrêmement important pour les AVC, pour la migraine, l'épilepsie, l'Alzheimer, la sclérose en plaques et presque à la fin, le Parkinson aussi. Et bien sûr, il y a pas mal de recherches sur, pour les jeunes femmes épileptiques, que pendant la grossesse, vous savez, il y a pas mal de médicaments qui peuvent donner des problèmes de malformation au fœtus. Donc, ça, c'est une obligation que les neurologues ils ont de connaître ces choses. Mais il n'y a pas vraiment pour les étudiants, pour les internes et aussi pour les neurologues, des guidelines, des recommandations importantes basées sur des recherches très approfondie, parce que c'est une thématique récente et c'est pas facile de faire la recherche dans ces domaines. Vous savez bien que malheureusement la prévalence mondiale de la maladie de Parkinson est en train d'augmenter pendant les années. Donc on sait que depuis 2080 les années 1990, la prévalence est doublée. Et donc, on se projette dans le futur, on va voir beaucoup de patientes, des personnes avec la maladie de Parkinson pendant les prochaines années.
Et la chose qui quand même reste toujours très intéressante pour les femmes est que la prévalence de la maladie de Parkinson est toujours plus importante chez les hommes. Et vous savez que c'est le contraire pour l'Alzheimer. L'Alzheimer est beaucoup plus fréquente chez les femmes que les hommes. Et donc, on s'interroge, pourquoi deux maladies neurodégénératives ont des différences de genre? Pourquoi l'Alzheimer est plus fréquente chez les femmes et le Parkinson est plus fréquente chez les hommes? Donc, ce sont des questions normales à se poser, hein, pour les patientes, mais aussi pour les neurologues. Et donc, les gens peuvent dire, ça dépend du pays. Peut-être en Europe, il y a des choses différentes qu'en Afrique, qu'en Amérique, qu'en Asie. En effet, non. C'est récent que la prévalence de la maladie de Parkinson parmi les hommes et les femmes est la même aussi dans les autres pays du monde. Donc, parmi tous les pays du monde, les femmes sont moins atteintes de la maladie de Parkinson que les hommes. Pardon, je vais à l'arrière. L'autre chose intéressante est que, ça c'est une étude faite dans les États-Unis, que parmi les femmes, si vous voyez depuis les années 1975 ou 2005, la prévalence de la maladie, elle est restée la même. Mais chez les hommes, c'est récent qu'elle est en train d'augmenter. Donc, encore une fois, il nous donne des pistes pour dire le sexe, c'est très important dans la maladie de Parkinson. Être femme ou homme signifie avoir une maladie de Parkinson différente. Donc, c'est très important de savoir ça, surtout pour la recherche et pour optimiser les études cliniques aussi. J'ai un hélicoptère qui arrive à l'hôpital, donc je m'excuse si il y a un peu de bruit. Qu'est-ce qui se passe? On y a beaucoup des accidents encore sur les montagnes de Grenoble. Donc, cette diapo, elle est compliquée. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que vous savez bien que le sexe est déterminé par le chromosome, non? Pour les femmes, il y a le X, et pour les hommes, il y a l'Y et l'X. Donc, si dans le chromosome Y, il y a des gènes qui ont un impact sur la production de dopamine à niveau de la substance noire. Vous êtes expert dans votre maladie, vous savez bien que la maladie de Parkinson elle est caractérisée par un manque de dopamine qui est produit dans la substance noire. Donc, il y a un lien. Les hommes, ils ont plus à risque parce qu'ils ont des gènes qui ne les protègent pas. Ils exposent, avec l'hélicoptère qui arrive, ils exposent à avoir une perte de dopamine plus importante que les femmes. Donc, vous voyez déjà, l'Y et l'X sont très importantes pour déterminer la maladie de Parkinson. L'autre chose, vous avez déjà bien entendu, vous le savez, qu'il y a des hypothèses pour la pathogène, la éthiopathogénèse de la maladie de Parkinson, qu'il y a un manque de neuroprotection. Donc, les neurones du cerveau, ils commencent à se dégrader, à mourir. Il y a un système dans le cerveau qui protège les neurones. Il protège les neurones de la mort, de l'inflammation. Donc, c'est récent que les femmes, ils ont un peu plus de neuroprotection des systèmes qui protègent les neurones dans la maladie de Parkinson, pas de l'Alzheimer. Et les hommes, ils ont un peu plus prédisposition à avoir un peu plus d'inflammation et de mort neuronale liée à la maladie de Parkinson. Donc, il y a des études qui ont un peu trouvé ce type de différence qui peut expliquer encore une fois pourquoi il y a une prévalence chez les hommes que les femmes. Et l'autre chose très intéressante,
Maintenant, on parle encore des gènes. Vous savez qu'il y a plusieurs études aujourd'hui qui parlent de l'environnement, l'exposition aux pesticides, à la pollution. Et qu'est-ce qui se passe dans ce domaine et qu'on comprend encore plus que ce n'est pas seulement nécessaire d'être exposé aux pesticides, exposé à la pollution pour rattraper quelque chose. Il faut avoir les gènes qui prédisposent à ce type de problème. Vous pouvez avoir des gènes qui vous protègent. Vous pouvez être exposé à tous les pesticides du monde, mais vous avez des gènes qui, avec le système qu'on a décrit tout à l'heure, des neuroprotections, des systèmes qui protègent les neurones, vous pouvez avoir des gènes qui vous protègent dans des dégénérations neuronales. Et c'est récent que les hommes, quand ils sont exposés aux pesticides, parce qu'ils n'ont pas les gènes qui les protègent, ils sont plus à risque de développer la maladie de Parkinson que les femmes. Donc, vous voyez bien que ce type d'informations sont très importantes parce qu'ils nous donnent des pistes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour peut-être travailler un peu plus sur les hommes que sur les femmes pour des protections aux pesticides ou utiliser des études focalisées sur les hommes et pas sur les femmes. Dans cette diapo compliquée, j'ai cherché de résumer tout ça. Donc, vous savez que la maladie de Parkinson, nous faisons, les neurologues, ils font le diagnostic quand, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais quand il y a déjà une morte des neurones qui produisent la dopamine à presque 80%. Donc, signifie que les années précédentes, environ 15-20 années, la pathologie a commencé. Donc, quand nous faisons le diagnostic parce que vous êtes lent, parce qu'il y a du tremblement, parce qu'il y a des rigidités ou il y a des autres troubles, la maladie, elle a déjà commencé depuis plusieurs années. Alors, on s'est rendu compte que il y a des symptômes qui sont plus caractéristiques que les femmes aussi dans ces périodes. Et après, quand la maladie se manifeste avec les symptômes moteurs et elle nous donne la possibilité de faire le diagnostic, vous avez toute une constellation que vous connaissez très bien des symptômes moteurs et non moteurs. Et ces symptômes sont différents parmi les hommes et les femmes. Donc, encore une fois, il y a une interaction entre les gènes, le sexe, l'X et l'Y, et l'environnement, qui probablement, ils ont un poids important pour la manifestation de ces symptômes moteurs et non moteurs. Il faut aussi dire, et ça c'est surtout pour la maladie d'Alzheimer, que c'est très important aussi le contexte on parle des genres, le contexte culturel, le contexte social, ils vont aussi impacter la capacité de votre cerveau de combattre la maladie. Donc, on ne sait pas trop pour le Parkinson, on sait un peu mieux pour l'Alzheimer, mais pour vous dire, c'est très complexe l'interaction parmi les gènes que nous avons dans notre ADN et l'environnement. C'est très, très, très complexe. Donc, on commence maintenant à connaître un peu plus. Donc, il faut patienter encore un peu pour avoir un peu plus d'informations sur ce contexte. Mais, bien sûr, l'autre question qu'on se pose, on y a parlé de X, Y, les femmes 2X, donc il y a l'estrogène. Bien sûr, il y a l'estrogène. La différence parmi les hommes, ils ont le testostérone et les femmes, ils ont l'estrogène. Donc, c'est normal qu'on dise, l'estrogène, il doit avoir un rôle dans la maladie de Parkinson s'il y a des différences dans la prévalence, on a dit, donc dans le nombre de patients qu'on a avec la maladie de Parkinson et dans les symptômes. Et en effet, c'est vrai, parce que les estrogènes
dans des modèles animaux, hein, ils ont vu qu'ils protègent, on y a dit, le cerveau dans ce type de dégradation neuronale. Ça, c'est plutôt à niveau animal. Hein. C'est difficile prendre le cerveau d'un homme ou une femme et voir l'effet des estrogènes. Hein. Mais sûrement, dans les modèles animaux, c'est bien trouvé que l'estrogène, il protège dans la neurodégénération. Hein. Et donc, ils ont pensé, bah, peut-être il faut étudier si le traitement hormonal il protège dans la maladie de Parkinson, le risque d'avoir la maladie de Parkinson, et c'est les femmes qui ont eu une hystérectomie, ils ont protégé ou pas de développer la maladie de Parkinson. Donc, ils ont fait pas mal d'études sur ça. Donc, la chose qu'ils ont trouvée, les femmes qui ont eu une ovarectomie avant le début de la ménopause, ils ont eu un risque plus élevé d'avoir la maladie de Parkinson. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la manque d'estrogène, probablement, elle a un impact sur la maladie de Parkinson, sur le risque d'avoir la maladie de Parkinson. Donc, il soutient les résultats de cette étude que l'estrogène est vraiment importante pour protéger le cerveau de la neurodégénération de la maladie de Parkinson, hein, par l'Alzheimer. Et alors, ils ont dit, bah, alors il faut donner un traitement hormonal substitutif rapidement pour éviter qu'il y ait les dégâts après. Malheureusement, les études qu'ils ont fait des analyses statistiques de plusieurs études qui ont été faites avec l'objectif de réduire le risque de développer la maladie de Parkinson chez les femmes avec une ovarectomie et le traitement hormonal, et ont été négatifs. Donc, probablement, ce n'est pas la même chose, avoir une production interne d'estrogène et le traitement hormonal substitutif. Ça, on peut le comprendre, hein? Mais quand même, c'est dommage. Hein? C'est dommage, on ne peut pas dire on donne un traitement hormonal substitutif pour se protéger du risque de développer la maladie de Parkinson. Malheureusement. Donc, ça, c'est un peu pour... j'ai présenté ces diapos pour faire voir qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui pour justifier les différences dans la prévalence de la maladie de Parkinson. Et après, on y avait dit, il y a des symptômes différents. Les femmes ne sont pas comme les hommes dans la présentation des symptômes, et c'est vrai. Donc, nous, on y a fait cette étude il y a 2-3 ans. On y a étudié les différences, comme on dit, pas seulement pour le Parkinson, des autres troubles des mouvements, le Gilles de la Tourette, l'Huntington, les dystonies, et on y a mis ensemble les publications en littérature pour l'âge, par exemple, le début des maladies, les symptômes et la progression de la maladie. Et vous voyez ici que l'âge chez les femmes, normalement, les femmes, ils ont des bouts de maladies un peu plus tardifs. Hein? Et ça colle bien avec la ménopause et le rôle des hormones qui protègent le cerveau pendant plusieurs années. Les femmes, elles ont une forme de Parkinson plus tremblante. Ils tremblent un peu plus que les hommes, hein, en général. Ils ont un peu plus, malheureusement, des fluctuations motrices et non motrices. Et ils ont un peu plus de dyskinésie en comparaison aux hommes. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé dans la littérature. Hein? Et après, on va discuter un peu plus les données de la littérature. Donc, pourquoi les femmes, ils ont plus de mouvements involontaires? Je rappelle que les dyskinésies, pour nous, sont les mouvements involontaires induits par la lévodopa. Hein? Donc, la lévodopa, le cinémètre, le madopar, ils font du bien, mais elles donnent aussi les mouvements volontaires au début d'ose, au pic d'ose.
Les femmes, ils ont beaucoup plus que les hommes. Alors, il y a des recherches pour comprendre pourquoi et probablement ça dépend aussi du poids corporel. En effet, vous avez déjà remarqué, si vous grossissez un peu il faut changer les médicaments. Si vous perdez du poids, vous avez un peu plus de dyskinésie. Donc, vraiment, le poids corporel se ressemble à un des facteurs de risque pour développer un peu plus de dyskinésie. Probablement, il y a des autres choses, mais encore une fois, les études ne sont pas trop. Hein, donc, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi on y a ça. Après, on parlait des symptômes non moteurs. Vous avez une liste. Qu'est-ce que sont les symptômes non moteurs? Les troubles gastro-intestinaux, la constipation, les gaz, hein? Troubles urinaires, les urgences ou les rétentions urinaires, les dysfonctions sexuelles, bon, les hommes, on les connaît très bien, qu'est-ce qu'ils ont, et le déclin cognitif. Donc, vous avez là, dans cette étude, il y a des différences très précises. Là, signifie que c'est une grande différence, importante. L'étoile, significative. Les hommes sont en bleu, les femmes sont en vert. Donc, vous voyez, les troubles intestinaux, normalement, ils sont plus fréquents chez les hommes. Et aussi, comme on y a dit tout à l'heure, la différence avec l'Alzheimer, les hommes, ils ont des troubles cognitifs plus importants que les femmes. Malheureusement pour les hommes, bien pour les femmes. Hein. Troubles cognitifs signifient plutôt des troubles de l'attention, de la concentration, un peu la mémoire, hein, beaucoup plus que les femmes. Les troubles urinaires, par contre, hein, les femmes, hein, un peu plus. Hein. Et les dysfonctions sexuelles, là, peut-être les hommes se plaignent un peu plus hein, que les femmes, mais c'est la première chose qu'elle va nous dire. Mais il y a aussi une petite différence, ce n'est pas significatif, un peu plus les hommes que les femmes. Il y a un autre hélicoptère qui est là. Donc, vous voyez, c'est important parce que peut-être aussi les neurologues vont se focaliser un peu plus avec les hommes, les troubles gastro-intestinaux, le déclin, les troubles cognitifs. Et avec les femmes, il faut demander les troubles urinaires, non, pas seulement les hommes. Et dans cette étude-là, encore une fois, ils vont bien évidencier les choses qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi à évidencier que chez les femmes, il y a un peu plus d'angoisse et un peu plus de dépression que les hommes. Vous savez aussi que la dépression en France, elle est plutôt fréquente et c'est aussi plus fréquente chez les femmes que les hommes. Donc, angoisse et dépression, ils sont un peu plus fréquentes chez les femmes que les hommes. Et encore une fois, c'est important parce que pour les neurologues, il ne faut pas dire « Ah, bah, c'est une femme et c'est plein ». Non, c'est partie de la maladie. C'est partie de la maladie de Parkinson, donc c'est beaucoup plus fréquent pour une femme avoir de l'angoisse et de la dépression que les hommes. Hein? Ça, c'est important à savoir. Il y a un autre article très important parce qu'ils ont étudié beaucoup des études cliniques pour voir en général, si on prend un homme avec la maladie de Parkinson et des femmes avec la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui se passe en général? Donc, en général, on peut dire que pour les hommes, la maladie de Parkinson est plus lourde. Donc, elle est un peu plus sévère, un peu plus, en général, la sévérité est plus élevée chez les hommes que les femmes. Peut-être parce qu'il y a le trouble cognitif, mais en général, les femmes, elles ont une progression de la maladie moins sévère que, en général, on parle en général, que les hommes. Donc, enfin, on gagne, les femmes elles gagnent un peu dans cette démarche. Hein. On parle bien sûr de le Parkinson, hein. C'est le contraire dans l'Alzheimer. Et l'année passée, on y a décidé avec mes consoeurs américaines hein, et une jeune gynécologue avec la maladie de Parkinson et une autre jeune femme avec la maladie de Parkinson d'écrire un article
sur un journal scientifique qui est très importante pour les neurologues, on a décidé d'écrire ce papier pour souligner qu'il y a des besoins non satisfaits des femmes avec la maladie de Parkinson. C'était pour les neurologues. Hein? Donc, des choses que les neurologues ils doivent savoir et les jeunes neurologues ils doivent porter avant avec la recherche. Donc, vous voyez, on a dit déjà, on a parlé des différences des symptômes moteurs, les différences parmi les symptômes non moteurs et on a parlé beaucoup des problèmes psychologiques et sociaux. Hein? Donc, il y a en général moins de soutien social pour les femmes et moins assez aux soins pour les femmes que les hommes, pour plusieurs raisons. Peut-être aussi le contexte, la France est différente que l'Italie, que la Suède. Il y a des raisons culturelles, bien sûr, mais en général, les femmes, ils ont beaucoup plus de stress, beaucoup moins de soutien social et d'accès aux soins que les hommes. Donc là, il faut faire des choses. Et dans ces papiers, on y arrive à la fin. Hein. Dans ces papiers, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est les collègues qui ont écrit ces papiers et se focalisent sur une prise en charge multidisciplinaire. Donc, c'est bien le neurologue, mais il y a le neuropsychologue, il y a le kiné, il y a l'assistant social. Il faut mettre toutes ces personnes ensemble pour travailler de façon différente avec les femmes et les hommes. Pour exemple, je fais un exemple différent. Vous savez bien que les médicaments que nous utilisons pour la maladie de Parkinson, les dopamines agonistes, de temps en temps, ils donnent des troubles du contrôle des impulsions. Et on sait que les femmes, ils ont des troubles de contrôle des impulsions différentes que les hommes. Donc là, il faut se focaliser sur ça de façon différente. On y a parlé de la dépression, de l'angoisse. Donc, il faut peut-être travailler avec le psychiatre si le neurologue n'est pas capable. Le psychologue, hein, avoir vraiment un soutien social focalisé sur ça. Les exercices physiques, c'est extrêmement important. Mais les femmes ne sont pas différentes que les hommes. Les hommes, ils aiment faire les poids, les choses comme ça. Les femmes, peut-être aussi le yoga, des exercices physiques adaptés à l'âge, adaptés à la situation. C'est différent chez les hommes et les femmes. Donc, probablement, il faut se focaliser aussi un peu plus sur les différences des genres, aussi dans l'activité physique. Normalement, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de différence. Mais oui, on y a vu qu'il y a des différences. Il y a plus de dyskinésie chez les femmes parce qu'elles sont plus maigres que les hommes. Donc, il faut vraiment faire un peu plus de recherche sur ça. Et moi, je remercie Patricia pour ça parce que il faut que les femmes, ils parlent un peu plus. Il doit se manifester, de dire, il y a l'accès aux soins est différent. Les femmes, peut-être, ils sont de temps en temps, ils sont mal compris par les neurologues, par les médecins traitants. Il faut qu'on on élève la voix, faire sortir la voix et dire non, mais c'est pas que parce que je suis une femme, je suis hystérique. Là, j'ai des symptômes, sont là les symptômes. J'ai besoin d'être écoutée. Et les neurologues aussi doivent savoir ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et faire peut-être un réseau social pour soutenir les patientes dans sa démarche. Bien sûr, la COVID a peut-être en France, c'était mieux organisé, mais il y a beaucoup de pays où la COVID a aggravé la disparité parmi les hommes et les femmes. Il faut dire aussi les aidants. On parle pas beaucoup des aidants. Les femmes, normalement, avec la maladie de Parkinson, elles sont seules. Puisque c'est plus facile pour moi de voir le patient mâle avec la maladie de Parkinson qui arrive avec l'épouse. Et souvent, j'ai la femme avec la maladie de Parkinson qui vient tout seul. Donc,
aussi, les Adams, c'est seulement la femme, elle, tout seule, hein, qu'elle fait les choses. C'est souvent la femme qui c'est un aidant, aussi dans la maladie de Parkinson. Donc là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans le futur. Et c'est un peu ça, pardon, je l'ai anticipé, donc on arrive à la fin. Donc, pour moi, les messages à retenir. Hein. Donc, c'est important commencer à reconnaître qu'il y a des différences. Vous avez vu que pour la maladie de Parkinson, on y arrive un peu tard. Hein. Les AVC, on sait déjà, notre confrère cardiologue, il connaît déjà qu'il y a grande différence parmi les hommes et les femmes. Dans le cancer, il y a des différences. Donc maintenant, nous, les neurologues, on y arrive en retard. Donc il faut maintenant qu'on travaille sur ça. Et aussi, à niveau des recherches, il faut que nous, on se focalise un peu plus sur les différences des genres. Vous savez que les essais cliniques, normalement, il faut demander d'utiliser des préservatifs. Il n'aime pas beaucoup mettre les femmes. Les femmes, pendant la grossesse, absolument, on ne peut pas les mettre. Donc, il y a beaucoup de données qu'on ne connaît pas parce que les femmes ne sont pas trop représentées dans les études cliniques. Et comme j'ai dit, toutes ces informations sont importantes pour avoir une médecine personnalisée. Hein. Donc, pour nous, une personne qui vient nous voir avec la maladie de Parkinson, ce n'est pas comme les autres. La maladie de Parkinson est personnelle. On y a parlé des gènes qu'elle protège, les gènes qu'elle prédispose, le sexe. Donc, chacun a sa maladie de Parkinson. Et c'était une femme, ce n'est pas la même chose que c'était un homme. Donc, c'est ça que je pense que Patricia nous a donné la possibilité de discuter et d'avancer un peu mieux sur le sujet, que j'espère devient un patrimoine de tous les neurologues aussi. Et donc, je vous remercie et j'arrête le partage de l'écran. Voilà, alors attendez, j'ai ma fenêtre ouverte avec les questions là, donc vraiment, merci professeur Moreau, je pense que vraiment le message qu'on doit retenir, c'est il y a une vraie différence, hein, donc il faut que les femmes aient le courage de le dire, d'affronter un peu le neurologue, des fois qui n'entend pas forcément ce qu'une femme a à dire, de vraiment signifier sa différence. Et donc après, on va peut-être un peu discuter de ce que nous, en tant qu'association, on peut faire aussi. Mais en attendant, je vous invite vraiment aux participants à poser des questions. N'hésitez pas, c'est le moment de poser tout ce qui vous passe par la tête. Je le dis souvent, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a beaucoup de questions qui ont lancé des axes de recherche très importants dans différentes choses. Donc vraiment, ne pensez pas qu'une question peut être moins intéressante qu'une autre. Lancez-vous, posez vos questions. Et d'ailleurs, on a une première question qui vient d'un homme qui nous écoute aujourd'hui, qui demande des symptômes. Donc, on a fait une liste de nombreux symptômes. Hein, et il demandait, ce monsieur demande si le freezing est plus important chez les femmes ou chez les hommes, ou si c'est la même chose, ou est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on ne le sait pas? Il y a des études, c'est une bonne question, merci pour poser cette question. Il y a des études qui parlent que peut-être les plus fréquentes chez les femmes. Mais encore une fois, le problème sont des études très petites, non, avec une population très, très petite. Donc, et puis peut-être c'est rétrospective, c'est pas bien fait. Encore une fois, je crois qu'on ne peut pas dire, parce que justement, ils ne sont pas faits pour donner une réponse solide. On peut dire oui, il y a des études qui disent ça, et il y a des autres études qui n'ont rien trouvé. Donc, pour le moment, peut-être c'est un sujet de recherche pour les jeunes et pour être attentif. On peut sûrement, on y a des cohortes, on peut sûrement aller avoir. Nous, on n'y a rien trouvé. Si je peux dire, à Grenoble, on y a fait pas mal d'études. On y a toujours considéré le sexe pour les troubles de la marche et posturaux, on n'y a pas trouvé de grandes différences. D'accord. Et par exemple, je fais partie d'une cohorte qui s'appelle l'NSPARC. Est-ce que dans ce genre de cohorte, ça va vous permettre à terme
justement de noter beaucoup plus de différences entre les hommes et les femmes, de savoir quelles caractéristiques fonctionnent, quel traitement est plus adapté à tel ou tel moment. Sûrement, sûrement, Patricia. Donc, faire partie des cohortes, c'est super important. Cette cohorte en France, on a la chance d'avoir un réseau pour les études cliniques et parmi les centres experts du Parkinson extrêmement important, qui va nous donner justement des informations extrêmement importantes. Oui, je suis sûre que ce type de cohorte il peut nous donner des réponses. Alors, je vais peut-être prendre une question qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui nous demande en fait si il faudrait vraiment voir des traitements différents en préménopause ou en ménopause ou après. Est-ce qu'on sait qu'il y a ces changements qui sont peut-être liés à l'œstrogène probablement, et est-ce qu'il y a vraiment des traitements spécifiques différents à demander avant et après? Il n'y a pas de traitement spécifique dans le sens comme on peut prendre, je sais pas, la pilule ou des choses comme ça. Il faut le dire. Et je crois que le neurologue, peut-être, il peut vous dire, bon, prenez 6 fois par jour à la place des 5 du Madopar. Donc, il faut le dire. Vous savez, c'est comme la migraine, non? Donc, on sait que la migraine, elle est déclenchée par les règles. Donc, on lui dit, avant que vous avez votre règle, vous prenez ça et ça. Donc, il faut peut-être prévenir le neurologue, donnez-moi un schéma différent des traitements pendant les règles, parce que je sens vraiment la différence et c'est insupportable, je ne la gère pas bien. Ouais. Et donc, en fait, là, je lis les questions. Hein, donc, Patricia, n'hésite pas si tu as une question. Justement, pour revenir sur ce que vous disiez sur les changements de traitement, il y a une question qui est intéressante, c'est de savoir si il existe des formations spécifiques pour les neurologues pour traiter justement cette question des différents genres. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on promouve? Est-ce que c'est quelque chose que France Parkinson peut promouvoir? Alors, c'est une belle question. Donc, Marie, elle vous a dit que je participe beaucoup au niveau européen dans la société savante pour la formation et la recherche du neurologue. En Europe, on y est 45 000 neurologues en Europe. On y a une working group, une task force, un groupe de travail focalisé sur ça, focalisé sur l'éducation du neurologue, qu'il y a des différences de genre. Donc, on y a aussi une formation spécifique. Moi, une autre interne, je le dis toujours, qu'il y a des différences. Donc, nous, on fait le plus possible pendant les congrès. Il y a des livres pendant la formation pour informer les jeunes qu'il y a des différences. Hein. Donc, nous, on fait le possible. Et peut-être, France Parkinson, non, il y a des appels d'offres, donc il faut peut-être, on sait bien, Marie, c'est bien que dans les États-Unis, il faut, non, dans tous les appels d'offres, les recherches, il faut justifier pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, il faut aussi, non, vraiment stimuler les chercheurs à équilibrer les choses et à faire un peu de recherche dans ces domaines. Mm-hmm. Patricia, je te laisse la parole, oui, sinon je continue avec les questions. En fait, c'est aussi c'est comment, à la limite, comment aider les femmes à préparer une consultation et à poser les bonnes questions. Moi, pendant un temps, j'ai utilisé la Wellbeing Map. Alors, je peux partager l'écran s'il faut pour juste avoir un aperçu de la Wellbeing Map. Je pense que vous pouvez, non? Vous pouvez, je crois, non? Non, je veux pas, c'est pas grave. Non, je pense qu'on y a donné la... Regardez là, c'est... Patricia, regardez, je pense que vous pouvez le faire. Et ça y est? Ouais. Voilà. Et en fait, dans cet item-là, effectivement, ça parle de vessie et de fonction sexuelle, mais ça, voilà, ça fait vraiment le tour. Moi, j'utilisais ça pour préparer une consultation. Mm-hmm.
France Parkinson l'avait mis aussi dans une pochette après le diagnostic. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt au début, mais je trouvais ça vraiment bien. Et parce que c'est vrai qu'un jour, j'ai coché en disant effectivement des envies pressantes, etc., qui apparaissent. Et du coup, on peut entamer le dialogue plus facilement parce que je suis arrivée en consultation avec ce papier-là qui était déjà rempli. Parce que effectivement, c'est pas la fonction binaire ou la fonction sexuelle, c'est quand même pas le premier thème qu'on aborde. Ouais. À la limite, il est abordé par le neurologue plus sous la forme des impulsions. Est-ce que vous avez des impulsions où là, du coup, on en parle un peu, mais sinon, c'est très limité le dialogue là-dessus. Et Patricia, l'autre chose que je crois que c'est très importante, surtout maintenant que les médecins traitants ils commencent à être d'espèces rares, la prévention avec, pour la ménopause, non? Pour l'ostéoporose. Parce que vous savez, malheureusement, il y a les chutes avec, non? Et les fractures sont, je crois qu'elles sont un peu plus fréquentes chez les femmes que les hommes. Hein? Et donc, il y a des risques vraiment de fractures et d'hospitalisation avec tous les problèmes qu'on y a après. Et donc, je crois que aussi, non, la prévention avec des traitements pour l'ostéoporose, c'est une chose qu'il faut absolument discuter avec le médecin traitant. Hein? C'est vraiment très important. Hein? Moi-même, je prends toujours, tous les jours, des vitamines D. Hein? Donc, je veux dire, j'ai fait la prévention depuis des années. Hein? il faut, les femmes, je pense, ils ont besoin de faire ce type de réflexion aussi. Hein? Alors, moi, je suis neurostimulée depuis 1 an. Et sur ce genre de traitement, j'avais lu qu'il y avait moins de femmes que d'hommes qui passaient le cap. Et donc, je voulais savoir si le fait que certains centres rasent toujours entièrement la tête, ou est-ce que c'est le risque de prise de poids? Quels sont les freins qui font qu'il y a moins de femmes à qui on propose, ou du moins qui passent le pas, qui sont neurostimulées? Patricia, donc c'est une question complexe avec des réponses différentes. Donc, il y a des papiers sur le sujet et les papiers, ils ont mis en évidence plusieurs choses et je me rattache à ce qu'on a dit tout à l'heure. La première chose est que la maladie est plus fréquente chez les hommes. Donc, c'est normal qu'il y a une légère différence, non? Parce que, bon, plus on y a dit que la maladie elle est un peu plus grave, sévère chez les hommes que les femmes, donc déjà, le traitement des deuxièmes lignes, non, est un peu plus pour les formes graves. Aussi, c'est très efficace au début de les fluctuations motrices. Et après, les études, elles ont mis plutôt en évidence. Vous savez, les hommes, ils prennent un peu plus de risques que les femmes. Les femmes sont toujours, on va réfléchir. C'est aussi la nature, non, des femmes qui sont, je pense, c'est normal parce que pour la grossesse, on prend moins de risques, non? C'est normal un peu dans la constitution des femmes, il y a moins prise de risques en comparaison aux hommes. Donc, peut-être les femmes vont réfléchir un peu plus les potentiels risques que la chirurgie peut donner. Et ils sont un peu plus prudentes que les hommes. Ça, il est un peu sorti dans les données qui ont été publiées aujourd'hui. Après, probablement, il y a, qu'est-ce que vous dites, quelqu'un est un peu plus préoccupé à l'aspect extérieur que des autres choses, mais je crois que vous souffrez beaucoup, à la fin vous dites on s'en fout hein, pour raser la tête, ça c'est pas important, surtout je vais minimiser le risque d'infection. Donc je pense que la vraie motivation c'est peut-être la peur d'avoir des effets secondaires que les femmes elles ont plus que les hommes.
Après, voilà, en discutant avec une amie, elle me dit, mais moi, j'aurais pas osé prendre le risque. Et moi, je disais, mais... Et du coup, elle me dit, que pense ton mari, que pensent tes enfants? Et ma réponse, c'était, j'étais tellement mal que effectivement, j'ai choisi cette option-là. Mais en plus, mon mari et mes enfants n'auraient pas compris que je n'essaie pas, puisque j'étais éligible, etc. Mais effectivement, chacun a ses idées. S'il est éligible, je parle que des personnes pour qui la neurostimulation peut apporter un bienfait. Les données sont les mêmes après. Hein. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas que les femmes elles ont des résultats meilleurs ou pires. Les résultats cliniques sont les mêmes. Les résultats cliniques sont les mêmes. Alors, si vous permettez, je vais peut-être un peu commencer à répondre aux questions dans la chat parce qu'elles sont en train d'arriver. Et je vois. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui remercient pour la présentation. Hein, donc voilà, il y a même quelqu'un qui vous salue, qui vous connaît depuis. Je vous transmettrai le message plus tard. Bonjour. Et il y a quelqu'un qui demande en fait si les ménopauses précoces ont le même impact que les hystérectomies. Oui, dans l'étude, oui. Dans l'étude, oui, un peu, c'est ça. C'est les estrogènes, ils ont un impact. Mais les ménopauses précoces sont... Il faut voir pourquoi il y a la ménopause précoce. Vous savez, normalement, c'est génétique. C'est votre mère, la grand-mère. Donc, probablement, comme on y a discuté tout à l'heure, les gènes, ils ont un rôle et ce n'est pas trop fréquent. Donc, c'est aussi difficile d'étudier ça, mais le rôle des estrogènes est très important. Oui, donc probablement, c'est un petit risque à augmenter. Alors, juste, il se trouve que j'ai eu un fibrome utérin, enfin bref, j'ai une hystérectomie et le médecin que j'avais vu, la neurologue que j'avais vue à la Salpêtrière m'avait dit surtout demander à ce qu'il y ait une conservation des ovaires. Et je sais qu'aux USA, ils ont plus tendance à, quand ils font une hystérectomie, à enlever les ovaires aussi. Donc, peut-être qu'il y a des différences entre les pays. Sur les... Oui, après, bon, les gynécologues disent, bon, maintenant c'est trop tard, vous avez plus de... Ça dépend aussi des gynécologues, hein, donc peut-être là aussi, il faut insister de laisser... C'est pas seulement pour l'âge. L'âge, maintenant, il faut respecter. Justement, les estrogènes sont importants. Pas seulement pour avoir des enfants. Ouais. Et donc, je continue. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont la main levée. Je ne peux pas répondre à des personnes qui ont la main levée. Il faut vraiment écrire dans la partie Q&R. Et on demande en fait de parler du sommeil. Est-ce qu'on a cherché des différences entre les hommes et les femmes au niveau du sommeil? Pas beaucoup. Les troubles de sommeil, j'avais demandé aussi à Isabelle Arnouf s'il y a des grandes différences et il n'y a pas grande différence hein, sur la prédisposition à avoir la maladie de Parkinson avec des troubles de sommeil parmi les hommes et les femmes. Il n'y a pas de grandes différences pour le moment qui sont sorties. Hein. D'accord. Ouais. Après, en général, dans la population générale, les femmes, elles ont un peu plus d'insomnie que les hommes, hein, en général. Mais chez la maladie de Parkinson, je ne crois pas qu'il y a de grandes différences qui ont été publiées. Hein. D'accord. Et il y a une question intéressante, toutes les questions sont intéressantes, hein. Et on nous demande en fait si la maladie de Parkinson pourrait causer une ménopause plus précoce. Au lieu de ménopause qui cause la maladie de Parkinson, est-ce que la maladie... Non, ça, on n'a pas d'études. Non. Il n'y a aucune raison. Hein. Donc, le cerveau, les endroits affectés par la maladie de Parkinson, ils n'ont rien à voir avec le système qui contrôle la production des hormones. Hein. C'est le tumeur de l'hypophyse. Hein. Donc, on va dire ça. Et c'est la chute des œstrogènes qui explique que régulièrement, le traitement ne fonctionne que 3 semaines sur 4. Ouais. Encore une fois, ça sont des hypothèses, mais le lien avec les estrogènes est énorme.
Donc, bien sûr, les estrogènes, ils manipulent le cerveau, on va dire ça. Hein. C'est fantastique, mais à la fin, l'importance vraiment des estrogènes. Donc, il faut dire que pas toutes les femmes, hein, moi je le demande de façon régulière, pas toutes les femmes elles disent oui, j'ai remarqué ça. Mais on peut dire 70%. Pas tous, mais on sait qu'on est différentes. Hein, alors, moi, pas tous les mois, mais c'est vrai que quand on se réveille un matin et qu'on a l'impression de faire un baby blues, de pleurer comme un postpartum et en se disant la semaine va être longue. Mais on est différentes aussi en ça. La ménopause aussi est différente. Pas toutes les femmes elles ont les mêmes symptômes, non? Donc, ouais. Mais c'est vrai que, enfin, de savoir qu'il y a une semaine dans le mois où le traitement est vraiment moins efficace, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est… Et on peut prévenir ça. Ça, c'est important, non? Une fois qu'on a identifié le problème, c'est ça, c'est plus facile à gérer, non? C'est pour ça qu'il faut le dire, c'est ça, je sais que c'est lié à ça, il y a la littérature, donc est-ce que vous pouvez me donner une aide pour mieux gérer les 2-3 jours des problèmes que j'ai? Et je pense qu'une chose importante qu'on doit garder à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'on parle de beaucoup de symptômes et tout. C'est une moyenne, hein, c'est pas, tout le monde ne va pas avoir les symptômes. Non. Il y a des gens qui ont des choses, d'autres personnes qui n'en ont pas. Et même au niveau des réactions aux médicaments et tout, c'est vraiment… On parle de moyenne ici parce que là, j'ai une question. Je dis ça parce qu'il y a une question de quelqu'un qui demande la différence pour la fameuse déclaration qu'on dit bah, on est bien pendant plus ou moins 10 ans avec la maladie de Parkinson et puis après les effets font moins de Ah oui, la lune de miel, la fameuse lune de miel. Voilà. Bah, la fameuse lune de miel, comme j'ai dit à la fin de la présentation, ne saisit pas parce que chacun est différent. C'est ça. Moi, je vois hier, j'ai vu des patientes, j'étais avec des jeunes et je dis, vous avez vu, aujourd'hui, on y a eu 2 personnes avec 10 ans de maladie depuis la diagnostic, complètement différents. Quelqu'un qui va très bien, l'autre un peu moins, parce que la forme des maladies est différente. Donc, peut-être il y a des choses qu'on peut faire, nous, pour l'exercice physique, la diète, pour essayer de prolonger la période la plus belle, on va dire, de la maladie. Mais je crois que vraiment, il y a notre gène qu'il faut aussi sa partie. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on nous protège ou pas. Mais on y est différent. Ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Et j'ai une question pour les femmes qui choisiraient d'avoir jeunes, qui ont la maladie et qui décident malgré tout d'avoir une grossesse. Ouais. Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont interdits, d'autres qui sont conseillés est-ce qu'il y a des recommandations de… Voilà. Alors, c'est extrêmement important. Alors, je réponds tout de suite pour dire que normalement, tous les médicaments, ils sont interdits. Il y a quelqu'un qui peut-être il dit la levodopa, on peut la laisser, mais on n'y a pas des études qui nous soutiennent pour ça. Donc, c'est un peu un risque. Mais amantadine, dopamine agoniste, il faut arrêter tout. Et donc, une possibilité, nous, on y a eu des femmes jeunes qui ont été opérées, justement, et avec la chirurgie, ils ont arrêté tous les médicaments sans problème. Et donc, la grossesse s'est extrêmement bien passée. Donc, peut-être ça, c'est une stratégie, surtout si la maladie est grave, sévère et ils ont besoin de médicaments. Donc, planifier la chirurgie après la grossesse. Et l'autre chose très intéressante, il y a une gynécologue qui a participé à la rédaction de l'article avec la maladie de Parkinson et qui vient d'avoir le 4e enfant, qu'elle est en train d'avoir une base de données de toutes les jeunes femmes avec des grossesses, avec la maladie de Parkinson, pour comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse. Et sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure,
dans la sclérose en plaques, la grossesse elle améliore les symptômes. Donc, on ne sait pas trop, il n'y a pas de grandes données, si arrêter les médicaments pour la maladie de Parkinson pendant la grossesse, à la fin, il n'y a pas des impacts parce qu'on y a tout le bombardement d'estrogènes qui vont améliorer les symptômes. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études sur ça. C'est pour ça que je me félicite avec la collègue qui est en train de faire cette base de données pour avoir des informations un peu plus spécifiques à donner. C'est très important et c'est là où on voit que la collaboration internationale est importante. Absolument. Aussi. Alors, j'ai deux questions qui ont un lien avec des cancers du sein. Et donc, voilà, déjà, une première note, c'est que vraiment, les femmes qui ont la maladie de Parkinson, ben, il ne faut pas qu'elles oublient non plus les contrôles gynécologiques et tout. Ce n'est pas parce qu'on a la maladie de Parkinson qu'on n'a plus rien. Donc, il ne faut pas, voilà, il faut toujours penser au contrôle gynécologique durant toute sa vie. Hein. Et là, on a deux questions. Donc, une personne qui dit qu'elle a eu un cancer du sein hormonodépendant et qu'elle prend du Arimidex pour bloquer la sécrétion d'oestrogène. Et on peut imaginer que c'est plutôt contre-indiqué si on a une maladie de Parkinson, si on... Mais pas contre-indiqué, non, 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 non. Bah, il n'y a pas, comme on a dit tout à l'heure, vous savez, quand on a parlé du traitement substitutif, il n'y a aucun impact dans la protection. Donc, probablement, c'est l'estrogène interne. Mais dans le cancer, c'est pas... Comme je disais tout à l'heure, il y a une prédisposition aussi génétique. Et normalement, je ne sais pas quel âge avez-vous, mais il faut avoir le patrimoine. C'est un risque. Ce n'est pas que toutes les femmes qui ont ce type de traitement, ils vont en développer. On parle des risques un peu plus élevés, comme si vous fumez la cigarette, vous avez un risque un peu plus élevé d'avoir un cancer du poumon, un cancer de la langue, un cancer n'importe, parce que vous fumez, ne signifie pas que vous avez le cancer. Et c'est la même chose. Là, le risque, là, il faut prendre le traitement parce que le cancer, c'est un cancer. Ce n'est pas la maladie de Parkinson. Là, le cancer du sang, on va mourir, hein, on est très jeune. Hein, donc, il faut suivre le traitement. Ouais. Et dans la même ligne, on demande si le tamoxifène, qui est un traitement à long terme pris, peut avoir un impact sur la maladie. Donc, il n'y a pas de données, je dirais. Il n'y a pas de données, c'est ça. Hein. Et je continue, hein, Patricia. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui demande si la prise de luténil puis de Luthéran pendant 10 ans peut être une cause de maladie de Parkinson. Non. Ok. Non, il faut aussi dire que nous, on voit de temps en temps des patientes envoyées par les psychiatres qui prennent beaucoup de médicaments pour des problèmes psychiatriques et qui à la fin développent une maladie de Parkinson. Ce n'est pas le médicament qui est la cause principale de la maladie. Le médicament, il va anticiper le développement de la maladie. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire attention, que ce n'est pas vraiment les médicaments qui vont être la cause principale. Peut-être il y a des médicaments qui vont favoriser un Parkinson qui, de toute façon, il est là. Donc, il faut, de temps en temps, il y a ça à dire. Hein. C'est un peu plus compliqué que dire, bon, je prends un médicament et c'est lui qui va me donner la maladie. Ouais. Et enfin, je pense qu'on note vraiment l'importance du dialogue qu'il doit y avoir entre le gynécologue et le neurologue. Hein. Ouais. Femme, peu importe l'âge. Marie, vous savez bien que les gynécologues sont très rares maintenant. Hein? On y a des problèmes pour les trouver. Si c'était que les gynécologues, c'est un peu tout. Hein? Saturé. Donc, quand nous, on parle de la maladie, par exemple, on dit oui, maman. Donc, c'est pour ça qu'avoir un gynécologue avec la maladie de Parkinson, elle fait la différence. Ouais. Oui, on ne va quand même pas souhaiter une maladie de Parkinson, mais effectivement, c'est d'avoir une collègue. Alors, je vois qu'il y a des questions que les gens nous posent qui n'ont pas vraiment un lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc,
Ouais. Je les On les passe laisse un tomber. peu, hein. Et on nous demande, bah voilà, dans les troubles, dans les TCI, dans les troubles du contrôle des impulsions, est-ce qu'il y a des impulsions qui sont plus féminines? Ah oui, ah là, c'est très intéressant. On ne sait pas bien pourquoi. Bah, les hommes, on le sait déjà, sont plus concentrés sur le sexe. Hein. En général, hein, j'ai eu des femmes, mais en général, les hommes, ils souffrent un peu plus, parce que c'est pas sympa du tout, des problèmes d'hypersexualité et de jeux pathologiques. Hein. C'est plutôt les hommes. Les femmes, ils achètent les sacs, les chaussures, ils sont un peu plus sur des choses un peu plus fashion, moi je dirais. Et aussi de manger des choses sucrées, un peu plus peut-être les femmes que les hommes. Mais je pense que la différence principale, c'est l'hypersexualité, un peu plus chez les hommes que les femmes. Il y a une question qui demande combien de temps l'arrêt des médicaments avant et après l'opération pour, j'imagine, pour une grossesse. Ah ben, bah, Patricia, vous le savez bien, la chirurgie, ça marche plutôt bien, surtout sur les sujets jeunes. Et chez quelqu'un, nous, on y arrête complètement tout. Donc, c'est pendant normalement 3 mois, on y arrive à optimiser la stimulation et arrêter les médicaments. 3 mois après la chirurgie. Oui, c'est à peu près ça. Et on nous demande est-ce que faire des essais cliniques plus équilibrés, donc vraiment hommes-femmes, est-ce que ça pourrait aider à mieux comprendre toutes les problématiques? Je ne dirais pas toutes les problématiques, mais beaucoup. Et aussi, il faut savoir que toute la recherche chez les animaux sont surtout des mâles. Donc, Ouais, les rats sont des mâles parce qu'ils sont plus gros. Donc, déjà, le cerveau, il est petit. Donc, les chercheurs, ils aiment le rat mâle parce qu'il est gros. Donc, c'est plus facile à examiner. Et donc, beaucoup des études, c'est intéressant, les études chez les rats mâles avec la douleur, ils ont démontré qu'ils sont efficaces pour les rats mâles, mais ça ne marche pas pour les rats femelles. Et donc, probablement aussi, dans la maladie de Parkinson, on y a dit, hein, nous, on fait toutes les études chez les animaux mâles, mais probablement, il y a des différences qu'on ne perçoit pas parce que... donc, on dit toujours aux chercheurs qu'il faut avoir des études sur les deux sexes. Hein. Ouais. Sinon, Donc, moi qui ai fait de la recherche préclinique pendant des années, j'avoue, on a tous les jours utilisé des rats mâles parce qu'en fait, les rats femelles, c'était au-delà du poids, c'était aussi compliqué justement parce qu'il fallait les synchroniser ou bien il fallait faire des ovarectomies, il fallait des hystérectomies. Et pour s'assurer que les traitements qu'on faisait ou ce qu'on voyait, bah, ça correspondait aussi au cycle menstruel ou bien, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que dans beaucoup de pays à l'international, pour les études précliniques, maintenant, ils exigent que les études soient répétées sur des rats, sur des animaux du sexe féminin. Ouais, absolument. Mais on ne peut pas prendre, enfin, du coup, prendre peut-être le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire questionner des femmes qui ont eu des grossesses, qui ont été suivies pendant leur grossesse ou à différents stades, que ce soit en cohorte ou autre, et d'exploiter ces résultats. De dire, voilà… Oui, Patricia, là, on est en train de parler surtout des études pour des médicaments, non? Les médicaments. Et donc, des médicaments qui fonctionnent chez les rats mâles, de temps en temps, ne fonctionnent pas chez les rats femelles. Donc, on se pose la question, est-ce que ça marche chez les femmes? Parce que chez les hommes, peut-être ça marche bien, mais peut-être pas par les femmes. Donc, c'est ça un peu le problème qui nous manque, d'avoir une recherche préclinique qui prend en considération les deux sexes. C'est ça le problème. Donc, on peut avoir peut-être des médicaments qui se marchent très bien chez les hommes, mais pas chez les femmes, ou au contraire. Donc, et une question qui nous arrive de Facebook, j'imagine, c'est de savoir
Est-ce qu'on peut contribuer à l'étude que fait la gynécologue hollandaise? Est-ce que c'est possible de rentrer en contact pour rentrer dans sa base de données et comment faire? Oui, peut-être Marie, la chose qu'on peut faire, je peux la contacter et on peut la contacter ensemble et toi tu fais l'intermédiaire pour éviter, on peut faire comme ça. Absolument, ouais, ouais. Et en Hollande, oui, ouais, on va faire Oui, j'ai vu, on peut l'avoir sur des webinaires en anglais. Hein, j'avais vu aussi récemment une étude, un questionnaire qui circulait en Espagne. Je crois que c'est Barcelone qui avait fait un questionnaire sur les femmes avec la maladie de Parkinson, mais voilà, je ne parle pas espagnol, donc et les Google Traductions, j'aime pas trop, donc. Non. Alors, ben voilà, tu me permets d'aller sur la suite parce que bientôt, ben voilà, on va arriver bientôt au bout de ces questions. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout, quelques exceptions. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un début. On veut vraiment lancer justement cette approche de mieux comprendre ce qui se passe avec les femmes dans la maladie de Parkinson. Donc déjà, nous, France Parkinson, moi, je m'engage aujourd'hui à mettre plus d'informations sur le site, de vraiment d'essayer d'apporter ce qui est dans d'autres sites, d'autres associations américaines, d'essayer de porter la connaissance actuelle aussi en français, parce qu'on trouve beaucoup de choses en anglais et on ne le trouve pas en français. Donc, on s'engage vraiment en tant qu'association, nous, de diffuser une information le plus possible. On va le faire sur notre site. Et voilà, on va essayer de faire des actions. Je ne sais pas si lancer des questionnaires ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées pour améliorer la connaissance. C'est des choses qu'on va discuter avec les chercheurs pour voir ce que nous, en tant qu'association de patients, on peut faire, Marie, parce que le panorama de la France peut-être est un peu différent des autres pays. Voilà. Donc, il y a des besoins différents, non? Je pense que ce serait une chose très intéressante à proposer. Donc, c'est intéressant à proposer. Nous, on finance aussi des projets dans le cadre des sciences humaines et sociales. Hein. On peut essayer aussi de pousser justement des études plus sociologiques ou anthropologiques, plus dédiées aux femmes. C'est quelque chose qu'on peut pousser aussi pour pousser les chercheurs dans cette direction. C'est quelque chose d'intéressant à faire. Donc, vraiment, nous, on s'engage à faire tout ce qu'on peut. Et je voulais dire sur la Wellbeing Map, elle est disponible sur notre site internet où vous pouvez nous contacter pour la voir. Elle est téléchargeable à partir du site de France Parkinson. Donc, si c'est une échelle, celle qu'a présentée Patricia, qui vous intéresse, voilà, nous, on la met à disposition. On peut vous l'envoyer aussi si vous nous contactez. Donc, c'est vrai que des fois, c'est des outils qui permettent de favoriser ou de délier le dialogue, de le rendre plus fluide. Absolument. Il nous donne beaucoup d'aide, comme j'aime beaucoup les listes de questions. Oui, mais c'est vrai que des fois, il y a des questions qui sont difficiles à aborder et qu'avoir justement ce petit outil en plus peut permettre de lancer un dialogue sur quelque chose qui serait passé plutôt inaperçu et qui peut vraiment, au global, améliorer la qualité de vie. Donc je pense que c'est important. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, alors on a des félicitations. Hein. Il y a quelqu'un qui dit merci au professeur Elena Moreau pour la qualité de sa présentation. Donc vraiment, merci à vous. Donc je pense qu'on va... alors quelqu'un nous parle d'éducation thérapeutique, hein, c'est vrai. L'éducation thérapeutique est fondamentale dans la connaissance. Si on connaît mieux, on peut mieux appréhender sa maladie. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Je veux remercier Patricia et le professeur Elena Moreau. Merci, merci Patricia. Je vais vous présenter 2 diapositives et j'aimerais vraiment vous encourager sur la partie discutée. Vous avez vraiment un questionnaire. Si vous y répondez, ça nous aide à comprendre comment, si nos présentations sont bien, si on répond à vos demandes, si on peut s'améliorer. Et il y a aussi des questions pour mieux comprendre les gens qui nous regardent, en fait, quelle est la population de gens qui nous regardent. Donc, merci aux participants. Si vous restez encore 2 minutes, je vais vous présenter rapidement en quelques slides un nouveau programme de France Parkinson qui peut intéresser les femmes, mais aussi les hommes. Et je vous remercie vraiment pour votre participation. Donc, France Parkinson, depuis septembre, a développé un nouveau programme qui s'appelle Pas à pas avec Parkinson, qui est vraiment dédié à l'information, la formation et l'accompagnement des personnes atteintes pour la maladie. Jusqu'à présent, on avait
un programme qui s'appelait À deux pas, qui était plus pour les aidants. On a vraiment développé ce programme pour les personnes atteintes de la maladie. Et sur la prochaine diapositive, on vous indique qu'on a en fait deux axes dans ce programme pour des personnes nouvellement diagnostiquées. Des fois, les personnes nouvellement diagnostiquées se posent beaucoup de questions et donc on peut proposer un accompagnement individuel avec une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui est bénévole et qui a été formée par France Parkinson pour faire le point avec vous. Donc c'est vraiment individuel, d'une personne qui est un père, en fait, une père aidance qui va pouvoir répondre à vos besoins, répondre à certaines questions, vous orienter vers les ressources les plus adaptées à vous. On prépare aussi des ateliers collectifs avec des groupes d'échange entre pairs, des conférences spécifiques vraiment plus pour les personnes nouvellement diagnostiquées. Alors, ça peut être en présentiel ou à distance. Là, c'est vraiment un programme plus au niveau national, donc c'est un peu plus des groupes d'échange à distance. Et on a aussi un module d'e-learning qui est dédié pour les personnes nouvellement diagnostiquées, pour les premières questions qu'on peut se poser quand on est diagnostiqué. Donc, pour avoir toutes ces informations, vous pouvez téléphoner au 01, au numéro qui est indiqué, ou bien écrire à info@France Parkinson. Et dans la diapositive suivante, en fait, ça, c'est des programmes qui sont pour toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, au début, au milieu, à un stade un peu plus avancé. Et c'est des choses qui sont plus proposées aussi par nos comités régionaux, des fois à distance ou des fois en présence. Et il y a vraiment des ateliers collectifs à thème, des conférences thématiques sur des thèmes bien précis. Il y a des rencontres entre les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont encore en âge de travailler ou qui sont encore en activité professionnelle. On sait que les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ce que représente Patricia aujourd'hui, les fameux cafés, les cafés JP, cafés jeunes Parkinson. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes problématiques, pas les mêmes questions. Et on a aussi un soutien psychologique individuel. Donc, vous pouvez nous contacter votre comité départemental dans le département où vous habitez, ou s'il n'y a pas de comité dans votre département, nous contacter, ou alors nous contacter à l'adresse mail info@franceparkinson.fr et on reviendra vers vous pour vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association parce qu'on a des solutions, on peut amener des aides, on ne peut pas faire des miracles, mais on peut être un soutien et on peut être là pour aider les personnes qui ont besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, on est arrivé au bout. On va essayer de faire des résumés aussi des questions. Encore merci beaucoup à Patricia qui a vraiment lancé cette initiative et c'était important de le faire. Tu lances vraiment voilà, un nouvel axe au sein de l'association et c'était important de le faire. Donc vraiment, merci à toi. Et puis moi, je remercie toi, Marie, et puis professeur Elena Moreau d'avoir tout de suite accepté l'idée qui me tenait à cœur vraiment de m'avoir suivi pour que, voilà. Et puis Valentin qui est derrière, qui gère toute la technique. On a un plateau féminin, mais on a un homme à la technique qui travaille dans l'ombre et qui est là aujourd'hui. Merci à Valentin aussi d'avoir assuré la technique aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci surtout d'avoir participé et à très bientôt pour une suite, en tout cas sur le site internet. Merci encore, merci France Parkinson. Merci Elena, merci pour tout. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.